Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 17 mai 2022. Alors, oui, bon, vous êtes les quelques-uns, les quelques-unes qui écoutez mes petites vidéos. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis dans une séquence de vie plutôt difficile. Et il est bon, dans certaines périodes, de retourner aux fondamentaux de base. Ecce homo de Nietzsche. Nietzsche, auteur que je pratique depuis l'adolescence, et tous les amateurs de Nietzsche que je connais, et ils sont assez nombreux, en fait, ils sont même très nombreux, eh bien, l'ont découvert à l'adolescence, ont su l'aimer à l'adolescence. Et c'est très certainement l'un des très rares philosophes qui nous accompagne tout du long de notre existence. Parce que Nietzsche, on peut y retourner n'importe comment, de mille et une manières. On peut prendre quelques aphorismes, s'en repaître, s'en nourrir. On peut se replonger dans la généalogie de la morale, qui, à mon avis, son ouvrage le plus important. On peut tenter d'obscurcir, d'éclaircir les passages nébuleux, volontairement ambigus, chargés de symbolisme paradoxal. Ainsi parlait Zarathustra. On peut bagnauder dans le gai savoir qui est aussi sans doute l'un de ses plus remarquables ouvrages. Nietzsche nous invitait à être des ruminants, c'est-à-dire le parcourir souvent, mais le ruminer longtemps. Et le laisser... Et Nietzsche, c'est le penseur de la marche. Nietzsche ne supporterait pas d'avoir des lecteurs qui restent assis des jours et des jours à étudier son œuvre. Nietzsche inviterait ses lecteurs à prendre le livre dans un sac et d'aller dans un parc, de lire quelques passages, de lire quelques aphorismes, de laisser le soleil l'éblouir, de faire corps avec la terre, de faire corps avec la faune animale. Nietzsche, c'est le contact avec le vivant. Nietzsche, c'est l'ultra-vivant, autrement dit. N'est-ce pas Sri Aurobindo, ce philosophe bengali, qui a travaillé beaucoup sur la question du supramental, il disait, avant d'être supranormal, il faut être sous-normal, ce qui est à peu près l'état de tout le monde, normal, ce qui est déjà un assez bel exploit, et supranormal. Alors Nietzsche nous invite à ça. Il nous invite au grand dépassement. Il nous invite à ne pas de ne pas se contenter de demi-portions. Qu'il fallait prendre la vie à bras-le-corps. Qu'il ne fallait rien craindre. Oui, volonté de puissance, ce n'est pas volonté de puissance sur autrui, c'est volonté de puissance sur soi. C'est se faire violence en certaines circonstances. Mais c'est aussi avoir une approche dionysiaque de l'existence. Savoir danser, savoir boire du vin, savoir vivre. Alors, Ecce Homo, qui est l'un de ses dernières œuvres, en fait, c'est 2 ans avant qu'il devienne fou, je pense. Et c'est un écrit posthume qui a été publié 8 ans après sa mort. Il est mort en 1900, Nietzsche. Et la dernière phrase d'Ecce Homo, voici l'homme, c'est que Nietzsche se présente comme Dionysos, le dieu du vin, le dieu de la danse, le dieu de la vie, contre le crucifié. Non pas contre le ressuscité, mais contre le crucifié.
En est, je disais, en parlant des chrétiens, que s'ils avaient l'air plus sauvés, eh bien, ils pourraient accorder quelques créances à ce Dieu crucifié. Alors, Ecce Homo, je l'ai lu, je devais avoir 17 ans. M'arrive parfois de le rouvrir, d'être toujours étonné du ton insolent, de cette espèce d'humour second degré, pourquoi je suis si sage, pourquoi je suis si avisé, pourquoi et après, après s'être expliqué avec le lecteur, eh bien, il fait un court résumé de tous ses livres les plus importants et il nous explique en quoi ces livres-là sont importants. Pourquoi je suis si avisé? Parvenu à ce point, il n'est plus possible d'éluder la vraie réponse à la question. Comment devient-on ce que l'on est? Et c'est là que j'atteins ce qui, dans l'art de l'autoconservation de l'égoïsme, est un véritable chef-d'œuvre. En admettant en effet que la tâche, le sens de la tâche, ce par quoi elle est une destinée, est une importance supérieure à la moyenne, le plus grave danger serait de s'apercevoir attelé à cette tâche. Que l'on devienne ce que l'on est suppose que l'on ne soupçonne pas le moins du monde ce que l'on est. De ce point de vue, même les bévues de la vie ont leur sens et leur valeur, et les détours, et les écarts passagers, les hésitations, les pudeurs, le sérieux gaspillé à des tâches qui se situent hors de la tâche, en cela peut s'exprimer une grande sagacité, et peut-être la suprême sagacité, là où le noste te ipsum serait le plus sûr moyen de se perdre, c'est s'oublier, se mécomprendre, se rapetisser, se borner, se médiocriser, qui devient la raison suprême. En termes de morale, l'amour du prochain, une vie consacrée à autrui et à autre chose, peut aussi être une mesure de sauvegarde pour préserver la subjectivité la plus irréductible. C'est le cas d'exception où, moi-même, à l'encontre de ma règle et de mes convictions, je prends le parti des tendances désintéressées. Ici, elles œuvrent en faveur de l'égoïsme et de l'autodiscipline de l'ego. Il faut maintenir toute la surface de la conscience. La conscience est par définition une surface, à l'abri de tous les grands impératifs, quels qu'ils soient. Attention même à tous les grands mots, à toutes les grandes attitudes. Autant de risques que l'instinct se comprennent trop tôt. Pendant ce temps, l'idée organisatrice, celle qui est appelée à dominer, ne fait que croître en profondeur. Elle se met à commander. Elle vous ramène lentement des chemins détournés, des voies sans issue où l'on s'était égaré. Elle prépare la naissance de qualités et d'aptitudes isolées qui plus tard se révéleront indispensables comme moyen particulier de l'ensemble. Elles forment l'un après l'autre les pouvoirs auxiliaires
avant même de rien révéler sur la tâche dominante, sur le but, la fin, le sens. Considérée sous cet aspect, ma vie est tout simplement miraculeuse. Pour entreprendre une inversion des valeurs, il fallait peut-être plus de pouvoir qu'il n'en a jamais coexisté chez un même individu, et surtout des pouvoirs contradictoires qui ne doivent ni se gêner, ni s'entre-détruire. La hiérarchie des pouvoirs, le recul, l'art de séparer sans brouiller, de ne rien embrouiller, de ne rien concilier, une versatilité prodigieuse qui soit pourtant à l'opposé du chaos. Telle fut la condition première, le long travail magistral et secret de mon instinct. Sa tutelle suprême s'avéra si forte qu'en aucun cas je n'ai même pressenti ce qui grandissait en moi. Que toutes mes aptitudes ont brusquement surgi un beau jour en pleine maturité dans toute leur perfection. Je n'ai souvenir d'aucun effort de ma part pour y parvenir. On ne saurait déceler dans ma vie aucune trace de lutte. Je suis l'opposé d'une nature héroïque. Vouloir quelque chose, tendre à quelque chose, avoir en vue un but, un souhait, toute chose que je ne connais pas d'expérience. En cet instant même, je regarde mon avenir, un avenir sans bornes, comme on regarde une mer lisse. Aucun désir n'en ride la surface. Je n'ai pas la moindre envie de voir quoi que ce soit devenir autre. Moi-même, je ne veux pas devenir autre chose que je suis. Mais c'est ainsi que j'ai toujours vécu. Je n'ai jamais eu aucun désir. Qui donc, au terme de sa 44e année, peut se vanter de n'avoir jamais recherché les honneurs, les femmes ou l'argent. C'est ainsi, par exemple, que je me retrouvais un beau jour professeur d'université. J'étais loin d'avoir jamais songé à rien de semblable, car j'avais à peine 24 ans. C'est ainsi que 2 ans plus tôt, j'étais un beau jour devenu philologue, dans la mesure où mon tout premier travail philosophique, mon début, dans tous les sens du terme, fut demandé par mon maître Ritschl pour paraître dans son Rheinisches Museum, pardonnez mon allemand, je le dis avec vénération, le seul savant génial que j'ai jamais rencontré. Il possédait cette aimable perversion qui nous distingue, nous, Thuringiens, et qui rend sympathique jusqu'à un Allemand, même pour atteindre la vérité, nous préférons les voies de traverse. Par ces mots, je ne voudrais pas avoir désobligé mon proche compatriote, l'habile Léopold von Ranke. Alors laissez croître en vous toutes ces tendances contradictoires qui pourraient peut-être vous sembler annihiler vos forces. Laissez-les arriver à maturité. Laissez-les s'entrelacer, se nourrir l'une de l'autre, ces puissances contradictoires. Et peut-être, un beau jour, émergera chez vous, dans votre esprit, dans votre être, une puissance que vous ne soupçonniez pas. J'aurais envie de dire comme l'autre, foutez-vous la paix.
foutez-vous la paix et laissez-vous vivre. Laissez les forces vivre en vous, prendre votre vie. Alors oui, je suis dans une phase difficile, car vous le savez ce qui arrive. Mais il m'est arrivé quelque chose ce matin. Tenez. Ma mère s'est toujours plainte de son existence. Et ce matin, je lui ai rendu visite, je l'ai pris par la main, il lui reste sans doute quelques jours à vivre. Et sans doute vous allez trouver ma confession monstrueuse. J'espère qu'aucun ami de ma mère va écouter cette vidéo. Et elle se plaignait que la vie c'était de la merde. Et pendant que je lui tenais la main, moi, il y a une petite musique qui s'est mise à bourdonner. C'était une chanson de Jean Ferrat, Que c'est beau la vie, avec le saxophone qui résonne dans la nuit, là, je cite de mémoire, que c'est beau, comme une trompette qui résonne dans la nuit. Et pendant que je la voyais sur peut-être sa couche mortuaire, se plaindre que sa vie a été, que la vie en général, et sans doute la sienne, a été merdique. Moi, dans ma tête, j'entendais que c'est beau la vie. Et là, en cet instant non pas tragique, car c'est dans l'ordre des choses de la vie, j'ai compris avec une fulgurance jamais vu tout ce qui nous séparait, ma mère et moi, un rapport à la vie. À 15 ans, je lisais Blaise Cendrars aussi, cet aventurier des mots. Le simple fait d'exister est un véritable bonheur. À 15 ans, ma vie était tout croche. Mais cette phrase de Cendrars, le simple fait d'exister est un véritable bonheur, je m'en nourrissais inlassablement. Je la ruminais, comme aurait dit Nietzsche. Au fond, c'est ça que nous sommes, les grands lecteurs. Nous sommes de grands ou petits lecteurs. Nous sommes des ruminants. Alors, il s'agit de ruminer quelques phrases qui nous donnent du tonus, qui nous donnent le coup de fouet nécessaire pour continuer à dire oui. Oui à tout ce qui se propose à nous. Et en gardant intact le fil essentiel à l'existence. Ecce homo, Nietzsche. À demain.